Sud Midi. Nos excuses pour ce retard accusé. Il est 12h passé de 2 minutes dans nos studios. À la une de l'actualité de ce Sud Midi, une quarantaine de familles chassées de chez elles à Diourbel par les eaux de pluie. Désorientées, ces sinistrés attendent l'appui des autorités à travers le plan Orsec déclenché hier soir. Dans la banlieue dakaroise, la nuit a été bien longue pour de nombreuses familles sinistrées désormais sans toit. À Keur Massar et Rufisque 1, la situation est insoutenable. Nous aurons les précisions de El Hadj Moussa Thiam. Et puis, non loin de là, au rond-point Gouigui, sur la route de Jaxaay, les populations ont manifesté leur colère dans la rue. Elles accusent la SNHLM d'être à l'origine de leurs maux. Nous ferons également le point sur l'évolution du coronavirus dans le pays avec les chiffres du jour. 39 nouveaux cas ont été enregistrés ce dimanche. Le Sénégal approche la barre des 14 000 cas déclarés positifs. L'actualité internationale sera suivie de la rétrospective des faits marquants de la semaine qui vous sera présentée par Josette Kali. Hassan Toun est à la technique. Adji Fatou Bari. Bienvenue à toutes et à tous. Direction la commune de Diourbel où une quarantaine de familles a été chassée de chez elles par les eaux de pluie. Désorientées, ces populations appellent à l'aide. Adam Ndiaye, bonjour. Bonjour Adji Fatou Bari. Alors, comment se présente la situation? Oui, après la pluie, c'est le beau temps, a-t-on l'habitude de dire, mais cet adage est loin d'être confirmé à Roukboussé où les fortes pluies tombées la nuit dernière ont inondé une quarantaine de maisons. Les lits, les frigos, tout le matériel des chambres flotte dans les eaux. Les inondations sont causées par les eaux du centre horticole de Diourbel rempli à cause de la construction et du remblement de la boutique CRM. Pour Laminiane, un habitant de Roukbousseu, leur quartier n'a pas été intégré dans le plan Orsec. Les sinistrés donc de Diourbel veulent qu'une seule chose, que l'État leur vienne en aide. À Bambey, le spectacle est un peu reluisant. Les eaux stagnantes ont envahi la route nationale et certains quartiers. Là, on patauge pour vaquer à ces occupations. Les éléments du groupement des sapeurs-pompiers sont à pied d'œuvre pour secourir les populations inondées par les eaux de pluie. Adam Ndiaye depuis Diourbel pour la radio Sud FM. Merci beaucoup Adam Ndiaye qui revenait sur la situation à Diourbel avec une quarantaine de familles chassées de chez elles par les eaux de pluie d'hier soir. Marche pacifique au niveau du rond-point Gouigui, c'est sur la route de Jaxaay. Des populations des Parcelles Assainies qui réclament ainsi des solutions durables face à leur calvaire. Elles pointent du doigt la SNHLM qui, selon elles, serait à l'origine de tous leurs maux. Ces populations menacent de durcir le ton. Pape Bouna Abadjan, le coordonnateur adjoint du collectif des zéro inondation des Parcelles Assainies, Keur Massar, est au micro de Moussa Thiam. Donc on s'est regroupé aujourd'hui pour dénoncer cette injustice dont nous vivons actuellement dans les Parcelles Assainies Keur Massar. Car nous avons été donc des sociétaires de SNHLM qui nous avaient vendu des terrains et on avait payé donc le droit pour l'assainissement. Et SNHLM a reconnu que tous les sociétaires ont payé les droits d'assainissement. Donc il leur reste donc de jouer le rôle. Malheureusement, SNHLM avoue qu'elles n'ont pas les moyens pour faire l'assainissement. Parce que c'est l'ONAS qui devait le faire et ONAS est un démembrement de l'État. Et aussi, il n'accepte pas de faire sa part du contrat. Donc, il va falloir que l'État y mette sa main. Seul l'État peut nous aider. En ce moment, beaucoup de familles, plus de 100 familles ont quitté leur maison. Pour aller vivre dans des bâtiments ou bien des maisons en construction ou bien louer quelque part. Et la situation a perduré et ne peut pas continuer. Et nous avons pris notre engagement qu'à partir d'aujourd'hui, nous n'allons plus accepter de vivre cette situation. Il va falloir que l'État réagisse. Le ministre de l'Enseignement était venu ici l'année passée et jusqu'à présent, il n'a pas piqué mot. Ça veut dire qu'il est insensible à notre situation. Et désormais, on ne va plus l'accepter. À partir d'aujourd'hui, nous voulons que le ministre et le gouvernement réagissent par rapport à cette situation et que nous trouvions des solutions par rapport à ça. Nous proposer
des projets de canalisation fiables et d'assainissement. Sinon, on va paralyser tout le système à Keur Massar et environnement. C'était donc Pape Bouba Badiane, le coordonnateur adjoint du collectif Zéro Inondation des Parcelles Assainies Keur Massar, qui se prononçait au micro de Moussa Thiam. Je le rappelle, une marche pacifique s'est tenue ce matin au niveau du rond-point Guigui sur la route de Jaxaay. Ces populations des Parcelles Assainies réclament des solutions durables face à leur calvaire. Situation insoutenable également dans certains quartiers de la banlieue dakaroise. Le calvaire d'une grande partie des populations de Keur Massar, Rufisque s'accentue avec le ciel qui a ouvert ses vannes toute la journée d'hier. Plusieurs familles à Aladji Paté, unité 3 et unité 9 ont déjà quitté leur maison. Moussa Thiam, bonjour. Bonjour Adi Fatoubali, vous l'avez dit, il faut noter que beaucoup de familles ont dormi donc à la Belle Étoile, et sinon elles ont été aidées donc par des bonnes volontés qui les ont quand même aidées pour avoir quand même un toit où passer la nuit. Ce qu'il faut retenir, les charrettes font la navette depuis hier donc pour amener les bagages de certaines familles qui ont été quand même impactées par les eaux d'hier. Il faut noter les fortes précipitations ont beaucoup impacté dans cette zone donc de Keur Massar ou dans les Parcelles Assainies, également à Aladji Paté, qui est complètement actuellement englouti par les eaux. Mais ce qu'il faut retenir, c'est monnaie courante dans cette zone où depuis hier, avant-hier même, chaque jour donc les populations descendent dans la rue pour quand même déverser leur courroux sur la route pour en fait de dénoncer cette situation quand même insoutenable pour elles. Ce qu'il faut retenir également, le problème est accentué également par les travaux qui n'ont pas été achevés de l'ouvrage quand même qui permettrait quand même de drainer les eaux de cette localité vers la forêt de Mbao, mais qui donc était prévu pour le mois de mai, mais jusque-là, rien n'a été fait et ça a beaucoup impacté quand même sur la situation dans cette zone, et ce qui a quand même poussé cette pleine population quand même à sortir aujourd'hui même pour dénoncer cette situation. Mais ce qu'il faut retenir, beaucoup de familles sont sorties de leur maison pour aller donc trouver ou bien aller au sec, afin quand même de pouvoir essayer de voir comment donc sortir cette eau de leur maison afin de vivre correctement. C'est la situation quand même qu'on peut retenir dans la banlieue, où beaucoup de quartiers et également beaucoup de routes ont été impactées par les fortes pluies d'hier, mais jusque-là quand même des efforts n'ont pas été consentis quand même pour les sortir de cette situation. Merci beaucoup El Hadj Moussa Thiam qui revenait en direct sur la situation sur la banlieue dakaroise. Les communes de Nioro Alassane Tall et de Keur Saloum Diané sont complètement coupées du reste de l'arrondissement de Toubacouta après les fortes précipitations du week-end. La seule voie d'accès pour le ravitaillement de ces collectivités locales en denrées alimentaires est coupée, d'où une menace de pénurie. Plusieurs cases en banco sont également effondrées. Voici Mamadou Niang Tall, maire de Nioro Alassane Tall, au micro de Ngor Sarr. Vraiment, c'est déplorable parce que il y a beaucoup de dégâts dans la commune. On m'a signalé pas mal de cases qui sont déjà tombées. Les routes aussi sont impraticables. Surtout la route qui relie Toubacouta, Nioro Alassane Tall et Keur Saloum Diané. Vraiment, c'est une situation vraiment dangereuse. Actuellement, nous avons enregistré 182 mm dans la commune. C'est la seule route qu'on utilise pour amener les denrées de première nécessité. Parce que aussi, c'est une route très importante. C'est une route qui relie les trois communes de l'arrondissement. La commune de Keur Saloum Diané, la commune de Nioro Alassane Tall et celle de Toubacouta. D'ici 2 jours, parce que peut-être il y a des stocks au niveau des boutiques, mais d'ici 2 jours, si la route n'est pas encore réhabilitée, bon, je peux dire qu'il y aura une pénurie normalement. Nous sommes complètement enclavés parce qu'on ne peut pas aller à Toubacouta, on ne peut pas sortir dans nos communes pour aller à Toubacouta, ou bien surtout nos affaires administratives, parce que souvent on va à Foundiougne ou à Toubacouta, mais actuellement on ne peut pas déplacer. Nous ne pouvons pas se déplacer pour aller à Toubacouta ou Sokone. En tout cas, c'est catastrophique. Mamadou Niang Tall est le maire de Nioro Alassane Tall. Il se prononçait au micro de Ngor Sarr. Cri de détresse des populations de Sampaté à Thiès-Est suite aux fortes pluies de ce samedi et des sinistrés qui indexent les travaux inachevés de Promoville. Baro Cissé, leur porte-parole, se prononce au micro de Babacar Ndao.
Voilà 40 ans que nous n'avons jamais connu, nous, de problème de ravinement. Mais voilà qu'en 2016, il a fallu qu'on décide de construire une route mal conçue, qui fonctionne comme un torrent, qui charrie vers nous des trombes d'eau, des quantités inimaginables d'eau, au point de faire s'effondrer il y a 2 ans une maison qui en menace une autre au moment où je parle. Le collège Sampaté, ce collège-là aujourd'hui est en péril. Il peut s'effondrer d'un moment à l'autre. Le bâtiment central a été complètement miné par les eaux. Le poteau de la Sonatel s'est effondré. Il y a un ravin profond d'environ 1,50 m qui traverse presque de part en part cette route-là. Toujours du fait de cette fameuse pénétrante-là qui est à Arsan. La responsabilité de Promoville est radicale dans cette affaire-là. Elle est verticale. Et ce qui est le plus choquant, moi, ce qui m'horripile, c'est que pendant près de 4 ans, nous avons tapé à toutes les portes, mais on a l'impression qu'il n'y a aucune autorité. Je me pose parfois la question de savoir quelle est notre allégeance, nous, en tant que République. Ce qui se passe actuellement au quartier Sampaté est une honte. On s'est empressé de creuser, donnant la possibilité à presque 30 rues transversales de se déverser sur une pénétrante qui nous apporte des tonnes d'eau en plein visage. C'est choquant. Et le porte-parole des populations du quartier Sampaté, c'est à Thiès-Est. Nous restons toujours à Thiès où il a plu environ 126,9 mm pour la seule journée d'hier. Et nous avons en ligne Babacar Ndao qui va nous faire le point sur la situation après les fortes pluies qui se sont abattues sur la cité du Rail hier. Je rappelle, 126,9 mm d'eau sont tombés hier à Thiès. Babacar Ndao que nous avons en ligne. Babacar Ndao, bonjour. Oui, bonjour Adi Fatou. Alors, comment se présente la situation aujourd'hui après les fortes pluies qui se sont abattues hier à Thiès? Justement, des fortes pluies qui se poursuivent à l'instant, depuis même ce matin Adi Fatou, en plus des 126,9 reçus hier. Des populations qui se sont réveillées dans la détresse. Si certains ont eu à fermer l'œil pour l'essentiel des quartiers touchés, c'est le cas de Sampaté, Nguent, Medina Fall n'ont pas fermé l'œil. Beaucoup de familles qui ont dormi à la Belle Étoile. Et l'heure est au recensement des dégâts, puisque hier les autorités locales avaient fait le tour de quelques quartiers. Ils ont pris pour leur grade, surtout au niveau du quartier Kausara et Medina Fall, où les jeunes avaient même, observé un blocus sur la route nationale numéro 2, puisque ces populations se sentaient laissées à elles-mêmes. Cela a fait plusieurs années que le problème d'assainissement se pose à Thiès. Donc ce bilan n'est pas encore exhaustif. C'est heureux que l'État ait décrété le plan Orsec, rappelle Mouridou, le coordonnateur du collectif des habitants sinistrés du quartier Nguent. Ils attendent donc ces habitants que l'État fasse rapide, mais surtout prenne des mesures d'urgence, mais surtout des mesures durables pour Thiès. Donc on attend de voir. Donc c'est la situation au lendemain de ces fortes pluies enregistrées hier ici au niveau de Thiès. Dire également que le trafic quand même a repris petit à petit, puisque Thiès quand même, compte tenu de sa position géographique, se trouve dans une cuvette. Et après ces pluies, il faut attendre plusieurs heures pour voir l'eau s'évacuer. C'est le cas donc hier vers le coup de 1h du matin. Donc une bonne partie de la ville a vu, l'eau passer, surtout au niveau des grandes artères. Le problème, c'est au niveau des quartiers situés dans des bas-fonds, notamment Medina Fall, Nguent, Kausara, Kermam El Hadji, tout le long du canal, et où beaucoup de dégâts ont été notés. Donc on attend de voir, le bilan exhaustif de ces dégâts enregistrés ici à Thiès. Babacar Ndao, Thiès pour Sud FM. Merci beaucoup Babacar Ndao. Et puis ces pluies diluviennes de ces dernières 48 heures ont causé des inondations et ces inondations bouleversent également l'agenda du gouvernement et déterminent l'ordre des priorités dans l'élaboration des chantiers à exécuter. Ainsi, le chef de l'État a instruit le ministre de l'Intérieur de déclencher le plan Orsec. La réunion est annoncée à l'instant avec les différents acteurs pour prendre des mesures de secours et des actions à mettre en place sur toute l'étendue du territoire national. Ces inondations posent un problème structurel et interpellent l'autorité de l'État, pense Maurice Soudiek-John. L'enseignant-chercheur en sciences politiques à l'université Gaston Berger de Saint-Louis impute la responsabilité à l'État face à la situation difficile que vivent des populations complètement désarmées et affligées. Maurice Soudiek-John, que nous écoutons avec Bayo Marguerite.
Je crois que c'est des problèmes structurels que pose la question des inondations. Il est vrai que le président Sall a mis en place le programme décennal de gestion des inondations, PDGI, 2012-2022, qui mobilise 750 milliards. Et ce projet-là vise une amélioration de la connaissance des zones d'inondation, un relogement des populations sinistrées, la planification, l'aménagement des villes et un important aspect relatif au renforcement de la résilience des villes et aussi la construction d'ouvrages de drainage des eaux pluviales. Mais je crois que fondamentalement, sur des questions essentielles, je crois qu'il faut se ramener à l'autorité de l'État par rapport à l'urbanisme, par rapport à l'habitat, par rapport à l'assainissement et par rapport à l'aménagement du territoire. Parce que aujourd'hui, il faut que l'on mette en place des dispositifs et qu'on fasse respecter la loi sur le statut des zones inondables et des zones à risque qui doivent être préservées de tout lotissement. Il faut également, sur le plan de l'aménagement du territoire, qu'on voit que Dakar est en train d'étouffer, qu'il y a une concentration humaine, économique, tel qu'aujourd'hui, on ne peut plus continuer à fonctionner comme cela et cela interpelle l'État au premier chef par rapport à l'aménagement du territoire, par rapport à la valorisation des terroirs de l'intérieur, parce que littéralement Dakar est à bout de souffle et c'est ce qui explique cette pression foncière, cette pression humaine, cette pression sociale sur l'habitat qui fait que on est dans des situations où les problèmes liés aux inondations et à d'autres problèmes et à d'autres situations d'habitat, d'assainissement, d'urbanisme posent les problèmes que l'on sait. Il y a aussi un autre aspect, un aspect de civisme, de sensibilisation, d'information des populations, mais aussi de sanctions par rapport à tous les comportements qui sont de nature à créer de telles situations. Pour nous résumer donc, problèmes structurels liés à l'autorité de l'État, aux problèmes structurels liés à l'urbanisme, à l'habitat, à l'assainissement, problèmes structurels également liés à l'aménagement du territoire pour développer les terroirs de l'intérieur et désengorger Dakar pour régler de façon définitive ces problèmes récurrents d'inondation. Maurice Soudjek John, enseignant-chercheur en sciences politiques à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, était l'invité de Bayomar Gueye dans Objection de ce matin. Objection, une émission que vous pouvez réécouter en intégralité sur www.sudfmcnradio.com. Sud FM. Parlons à présent des échos du coronavirus, le nouveau coronavirus Covid-19. Les chiffres du jour font état de 39 nouveaux cas positifs, dont 24 issus de la transmission communautaire. 71 patients sont déclarés guéris ces dernières 24 heures. Le point quotidien sur la situation du Covid-19 dans le pays est fait par Dr Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention. Sur 1166 tests réalisés, 39 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 3,34%. Les cas positifs se répartissent comme suit. Nous avons 15 cas contacts suivis par nos services et 24 cas issus de la transmission communautaire répartis dans les localités suivantes. Guédiawaye 2, Liberté 6 2, Ouakam 2, Dakar Plateau 2, Pikine 2, Thiès 2, Yoff 2, Diakhao 1, Gibraltar 1, HLM Grand Yoff 1, Keur Massar 1, Mariste 1, Médina 1, Mbour 1, Parcelles Assainies 1, Rufisque 1 et Yeumbeul 1. 71 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 33 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. Aucun décès n'a été enregistré ce samedi 5 septembre 2020. L'état de santé des autres patients est jugé stable. À ce jour, 13 987 cas ont été déclarés positifs, dont
9 922 guéris, 290 décédés et donc 3 774 patients sous traitement. Sud International. Au Mali, la première phase des concertations nationales sur la transition a pris fin hier. Beaucoup de recommandations ont été faites pour les inscrire dans les termes de référence. C'était au Centre international de conférence de Bamako que s'est tenue cette phase préparatoire. De Bamako, nous retrouvons la correspondance de Sori Ibrahim Maïga. Initialement prévu pour prendre fin ce dimanche, cet atelier de validation des termes de référence de la transition a finalement pris fin ce samedi. 5 représentants des différents groupes d'échange ont exposé leurs recommandations. La synthèse de celle-ci est faite par le rapporteur général Moussa Kamara. Les recommandations suivantes ont été formulées. Il s'agit d'introduire certaines causes, notamment la non-exécution des conclusions du dialogue national inclusif, les crises scolaires, sanitaires et économiques, la dépravation des valeurs sociétales et traditionnelles, les déficits de communication entre le gouvernement et le peuple, l'impunité, l'exode rural, le chômage des jeunes. Et la liste des recommandations formulées se poursuit. La non-satisfaction des revendications des partenaires sociaux, le dysfonctionnement du système judiciaire, l'incivisme dans tous les domaines, les violations répétées de la Constitution, la mauvaise gestion des différentes rébellions, le retard dans l'application de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, la non-compétitivité des ressources humaines liées à l'inadéquation formation-emploi. Sous la présidence du colonel Moussa Diao, premier vice-président du Conseil national pour le salut du peuple CNSP, il a rappelé le but de ces discussions et exprimé son enthousiasme. Cette journée de concertation, faut-il les rappeler, avait pour vocation de permettre une meilleure appropriation par les participants des thèmes de référence relatifs à l'organisation de la concertation nationale. J'avoue sincèrement que j'ai été particulièrement touché par le degré de mobilisation des participants. Cela dénonce complètement de l'intérêt qu'ils portent sur l'avenir de notre cher pays, le Mali. Par ailleurs, cette activité s'est parallèlement tenue dans la capitale régionale. À Bamako, il a été fortement recommandé de donner le même statut qu'a le CNSP au M5 dans l'organisation des prochaines concertations du 10 au 12 septembre prochain. Sori Ibrahim Mega, Bamako, Sud FM. Et puis en Guinée, pour la 3e fois consécutive, l'opposant Cellou Dalein Diallo annonce sa candidature à la présidentielle du 18 octobre prochain. Son parti, l'Union des forces démocratiques de Guinée, prônait pourtant jusque-là le boycott du scrutin dans le cas où Alpha Condé briguerait un 3e mandat. Une assemblée générale extraordinaire était prévue ce matin à 10h au siège de l'UFDG en vue d'investir le chef de file de l'opposition comme candidat du parti à l'élection présidentielle. À 12h passées de 25 minutes, place à la rétrospective des faits marquants de la semaine avec Josette Kali. Bienvenue à toutes et à tous, vous écoutez la rétrospective des faits marquants de l'actualité de la semaine sur Sud FM. Réouverture des universités mais non démarrage des activités pédagogiques dans la totalité des universités. Si à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, la coordination des étudiants avait décrété une grève de 72 heures, à l'université Alioune Diop de Bambey, les étudiants ont tout bonnement rejeté la proposition de reprise graduelle. Quant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, les cours vont reprendre dans certaines facultés à partir de ce lundi 7 septembre, voire même le lundi 14 septembre. Le lundi 31 août et le mercredi 2 septembre ont débuté respectivement sur l'ensemble du territoire national les épreuves du baccalauréat technique et du baccalauréat général. Au total, 158 571 candidats sont en lice. Des examens qui se tiennent dans une période de pandémie, d'où l'insistance des autorités éducatives sur le respect des gestes barrières. Ismaïla Marcel Colli. En ce premier jour du déroulement du baccalauréat 2020, la visite conjointe
compte du ministère de l'Enseignement supérieur et du ministère de l'Éducation nationale a permis de constater de visu que tout le protocole sanitaire a été bien respecté dans les différents centres visités, nous dit Farid Sey, secrétaire général au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Il faut d'abord dire qu'aucun problème ne nous a été signalé. Il faut s'en réjouir. Au niveau également des jurys visités, toutes les dispositions pédagogiques, académiques, sanitaires ont été prises. Et il faut se féliciter de ces dispositions-là. Alors, pour les centres qui ont été visités, nous avons trouvé des jurys avec l'ensemble des membres sur place. La surveillance n'a posé aucune difficulté. Et pour les gestes barrières également, nous avons constaté que le dispositif est en place. Madame Diallo, Fatima Dia, directrice de l'enseignement moyen général, se dit très satisfaite de la bonne organisation du bac. Au nom du ministre de l'Éducation nationale, je voudrais exprimer toute notre gratitude à l'endroit du service technique chargé de l'organisation matérielle et technique de cet examen. Donc, au nom du ministre Mamadou Talla, je voudrais dire toute notre satisfaction à l'endroit du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Innovation et à l'endroit surtout du directeur de l'Office du bac. Cette visite a démarré à l'université Amadou Hampâté-Bâ et s'est terminée au lycée Galandou Diouf de Mermoz. Le syndicat des travailleurs de la justice suspend son mot d'ordre de grève. Un accord a été trouvé entre la tutelle et le Sudjust ce mardi. Le syndicat souhaite le respect total des engagements. Adjifatou Bari. Après plus de 2 mois d'arrêt de travail, soit 73 jours très exactement, les travailleurs de la justice reprennent le chemin des tribunaux. Après une large concertation avec sa base, le Sudjust a décidé de commuter la trêve en une suspension de son mot d'ordre de grève. Une suspension qui s'explique par les engagements pris par leur ministre de tutelle lors de leur rencontre du 24 août dernier. Maître Ayeboun Malik Diop, secrétaire général national du Sudjust, nous les liste. La mise en œuvre d'un protocole d'accord signé le 17 octobre 2018 par rapport auquel le gouvernement s'engageait à payer des primes dues aux travailleurs de la justice. Les autres points, c'est par rapport au statut des travailleurs de la justice. Et par rapport au fonds commun, c'est le même cas. Il y a une abrogation des textes pour, dit-il, contourner certaines difficultés juridiques. Les membres du syndicat national des travailleurs de la justice enterrent ainsi la hache de guerre, mais pour un moment, ceci pour permettre au ministre de la Justice, garde des Sceaux, de s'acquitter de ses engagements. Le garde des Sceaux s'est engagé à faire d'abord payer les primes au plus tard à la fin du mois de septembre. Ça c'est clair. Maintenant, pour ce qui est du reste, les statuts et autres, on peut s'accorder toujours un délai de 1 mois pour voir exactement est-ce qu'il y a dilatoire ou pas. Aux citoyens fortement impactés par cette longue et lancinante grève, le Sudjust leur adresse ces mots d'excuses. C'est l'occasion pour le Sudjust d'exprimer encore toute sa compassion à l'endroit de ses concitoyens qui ont subi les dommages collatéraux. Concernant la ponction de salaire qu'auraient subi certains greffiers, le Sudjust s'engage à faire les démarches nécessaires pour les rétablir dans leurs droits et se dit partant quant à toute proposition d'assises de la justice comme proposée par le Forum civil. À Sédhiou, un agent de l'OCRTIS et un agent de sécurité de proximité blessés par balle. Ils étaient en opération nocturne quand ils ont reçu ces coups de feu. Les précisions avec Moussa Dramé. Les faits remontent à la nuit de ce mercredi aux environs de 23h entre le village de Malifara et Diabougou dans la commune de Nyanga sur la route nationale numéro 6 dans le département de Goudomp. Selon une source bien au fait de la situation, c'est un agent de la police de l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants OCRTIS et un agent de sécurité de proximité ASP qui avait installé une planque à ce niveau en attente d'un trafiquant de drogue, dit-on. Soudain surgit un motocycliste qui ne s'était pas arrêté à leur interpellation selon la police. Et contre toute attente, poursuit une source policière, l'homme à moto revint sur ses pas pour ouvrir le feu sur eux au moyen d'un fusil artisanal. Le policier de l'OCRTIS a reçu plusieurs impacts de plomb sur une bonne partie du corps, tout comme l'ASP qui serait moins atteint selon toujours notre source. Mais sur place dans la commune de Nyanga, d'autres versions sont entretenues par la population. Le maire Yorombalo qui dit rapporter plusieurs témoignages explique que le villageois tireur est également blessé et se trouve être un chasseur qui revenait de son troupeau et qui a essuyé les tirs de la police. Yorombalo explique également que la zone est infestée de bandits armés et la veille mardi, ajoute-t-il, des hommes se réclamant de la douane ont arraché 60 000 francs CFA et de bien d'autres articles des mains d'un habitant du village. Pour l'heure, plusieurs zones d'ombre persistent toujours. A rappeler que les 3 dernières semaines, la police de l'OCRTIS avait fait plusieurs saisies importantes de chanvre indien dans cette zone et nul doute que des représailles
pourraient s'organiser à leur encontre car la brigade régionale de lutte contre les stupéfiants de Sédhiou dit être déterminée à anéantir cette plaque tournante de drogue entre la Gambie et la Guinée-Bissau via le Sénégal et dont un sujet bissau-guinéen est même arrêté il y a 2 semaines. Dialogue politique, la majorité se félicite des points d'accord, mais reste sur sa position par rapport au cumul du poste de chef de parti et de chef de l'État et se pose des questions sur la faisabilité des élections locales d'ici mars 2021. Écoutons à ce propos Cheikh Sarr de la majorité. Le bilan qu'on peut faire du dialogue, c'est que nous avons eu plus de 21 points d'accord, en fait des points considérés comme consensuels. Le point de désaccord qu'on a eu, c'est le cumul du poste de chef de l'État et de chef de parti. À ce niveau, il faut le dire, c'est une divergence qu'on a constatée au niveau de la commission. Maintenant, ce que nous allons faire dans le cadre de la poursuite des activités, parce qu'en fait le dialogue est pratiquement fini, il nous reste une dernière séance le mercredi où nous devons finaliser un point sur la rationalisation du calendrier républicain. La majorité a fait une proposition, les non-alignés et l'opposition ont demandé d'avoir un peu de temps pour réagir parce que la proposition leur est arrivée tardivement. Mais ce qui est actuel, c'est l'audit du fichier et l'évaluation du processus électoral. Un document a été confectionné pour ça. Maintenant, nous attendons que l'autorité lance l'appel à candidature pour le recrutement de personnalités indépendantes devant faire l'audit et l'évaluation du processus électoral. Maintenant, cette évaluation, nous avons mis dans le document, nous donc c'est la commission, que l'audit et l'évaluation devraient se faire environ autour de 120 jours, donc 4 mois. Maintenant, considérant que la date qu'on avait retenue pour les élections, c'est au plus tard les organiser le 28 mars 2021, à partir du moment où nous parlons jusqu'à cette date-là, c'est environ 7 mois. Maintenant, si nous prenons les 4 mois pour organiser l'audit du fichier et l'évaluation du processus électoral, qui était une exigence de l'opposition, ça va être assez compliqué à mon niveau d'un point de vue strictement technique de disposer que de 3 mois et de pouvoir organiser les opérations obligatoires pour une élection, à savoir la révision exceptionnelle pour stabiliser le fichier et maintenant les autres opérations aussi. Donc aujourd'hui, voilà là où nous en sommes au niveau du dialogue. Et un comité de suivi a été mis en place pour pouvoir prendre en charge la question de l'évaluation du processus électoral de 2016 donc à 2019 et de l'audit du fichier. Santé à présent, pandémie de coronavirus, près de 14 000 cas déclarés positifs, 290 décès. 6 mois après, le virus est toujours présent, 70 districts sont touchés, même si une régression des cas est constatée depuis le mois de juin. Environ 20 personnes sont infectées sur 10 000 habitants en moyenne. Le point avec Babacar Samb. Exactement 13 948 cas déclarés depuis le début de la pandémie, 290 personnes emportées par la maladie. L'ensemble des 14 régions du pays infectées, 70 districts touchés sur les 79 que compte le pays. Selon le directeur des opérations d'urgence sanitaire, Dr Abdoulaye Bousso, les mois de juin, juillet et août sont une période assez difficile où la barre des 3000 cas est franchie chaque mois. 74 décès au cours du mois de juin, 93 morts en juillet et 75 au mois d'août. Entre les mois d'avril, mai et juin, une personne infectée était capable de contaminer 4 autres, mais depuis le mois de juin, le taux de reproduction du virus commence à diminuer. Aujourd'hui, en moyenne, un cas positif peut contaminer 2 personnes. Les mesures fortes qui ont été prises, notamment la limitation des déplacements, l'interdiction des manifestations, la fermeture des écoles, ont eu un impact positif sur la diminution des cas et ont permis aussi de maîtriser l'évolution de la maladie. À cela s'ajoute le dispositif de riposte renforcé en termes de logistique et de capacité de prise en charge. 5 laboratoires interviennent dans les diagnostics. Plus de 150 000 tests sont réalisés par ces différents laboratoires. 10 régions sont en mesure de faire des tests. Dakar, Diourbel, Kolda, Matam, Saint-Louis, Thiès, Kaolack, Kédougou, Ziguinchor et Tambacounda sont capables en 2 heures de donner des résultats, ce qui permet d'avoir des résultats assez rapidement, selon Dr Abdoulaye Bousso. En termes de prise en charge, le Sénégal passe d'un centre de référence, celui de Fann, à 35. Toutes les 14 régions disposent désormais de sites de prise en charge opérationnels. La prise en charge à domicile, une des stratégies importantes, elle a permis de diminuer les charges. Plus de patients à domicile que dans les centres de traitement. Certes, une régression progressive des cas est notée grâce aux efforts consentis, mais la vigilance s'impose, selon Dr Bousso, pour garder cette dynamique et éviter un effet rebond dans ce contexte marqué par la reprise des cours et les manifestations religieuses qui se profilent.
Ainsi prend fin la rétrospective de l'actualité saillante de la semaine sur Sud FM Sen Radio. Rendez-vous dimanche prochain. Adji Fatou Bari. À 12h, passé de 36 minutes, c'est la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, le rappel des titres. À Diourbel, les sinistrés des pluies d'hier se comptent par centaines dans le quartier Roukhoubousseu. C'est à Diourbel commune. Une quarantaine de familles se retrouvent ainsi sans domicile et appellent à la mise en place d'un plan d'urgence. Dans la banlieue dakaroise également, la nuit a été bien longue pour de nombreuses familles sinistrées, désormais sans toit. À Kermassar et Rufisque 1, la situation est insoutenable. Vous avez entendu les précisions de notre correspondant sur place. Puis ce matin, les populations des Parcelles Assainies à Diakhaï ont manifesté pacifiquement leur colère. Ces populations exigent des solutions durables pour l'assainissement de leur localité. Et puis le coronavirus, les chiffres du coronavirus ce dimanche, 39 nouveaux cas ont été enregistrés et déclarés positifs. Le Sénégal approche ainsi la barre des 14 000 cas de contamination au nouveau coronavirus Covid-19. À ce jour, 13 987 cas d'infection ont été enregistrés dans notre pays. La rétrospective des faits marquants de la semaine avec Josette Kali a bouclé ce Sud Midi, mise en onde par Hassan Choun. À 13h, retrouvez Khadisen pour l'édition en Wolof. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programmes sur Sud FM Sen Radio.